Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des analyses avec l'outil Nestflow. On va faire particulièrement de la taxonomie. Pour ceux qui sont en biologie, en microbiologie, etc. Donc, pour ceux qui ont manqué les sessions passées, vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube. Ça permettra de mieux comprendre ce que nous commençons actuellement. Donc, je vous partage tout mon écran carrément. Bon. Ok, donc vous venez sur la chaîne ici, vous allez voir en fait la session passée qui est là. Donc, vous pouvez comprendre un peu plus voilà, ce que nous allons faire aujourd'hui. D'accord, donc ainsi dit, on va débuter par le schéma. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de prendre nos fichiers qui sont euh, ici. D'accord, donc ça, c'est le schéma d'analyse qu'on va exécuter. On va prendre en entrée nos fichiers au format FASTQ. Les formats FASTQ sont des formats de fichiers issus des séquenceurs. Pour ceux qui savent un peu comment marchent les séquenceurs, on a parlé dans la session précédente. Donc, on va prendre nos fichiers là, d'accord? On les fait passer par ce schéma d'analyse, c'est-à-dire qu'on va ici supprimer les adaptateurs, faire la qualité, voir la qualité des séquences obtenues, et puis par la suite passer par d'autres éléments de filtration, outils de filtration comme PBDuck, et ensuite Botitube pour supprimer peut-être les séquences, certaines séquences comme les séquences issues du génome humain si on travaille sur les batteries, parce qu'on n'aimerait pas avoir des séquences du génome humain dans nos batteries. Donc, une fois qu'on a fini avec cette partie-là, Botitube, on va maintenant dans l'outil ici qu'on appelle CAT qui va nous permettre d'en fait, si on veut fusionner nos échantillons qui soit ont pris cette voie-là, d'accord, soit ont pris cette voie qui est en jaune. Donc, en fonction des différentes voies, il y a le type de séquenceur qui agit dessus. Lorsque on prend par exemple la voie qui est en bleu, c'est un séquenceur de type Illumina. C'est-à-dire qu'on a les forwards et puis les reverse, les brins, disons, c'est ça les deux brins de l'ADN, forward et puis reverse. Par contre, lorsqu'on prend ce qui est en bas en jaune, ça c'est un séquenceur qu'on appelle Oxford Nanopore. Lui, il fait le séquençage en un seul train. D'accord, donc on a un seul fil, on n'a pas de forward et puis de reverse. On a un seul fil qui contient tous nos échantillons. Donc c'est sa ligne qui est en jaune en bas ici. Donc une fois on a fait ça, bon, pour le dernier qui est ici en jaune, c'est un autre type de fichier qu'on appelle des fichiers FASTA. On obtient également après séquençage et ça suit également la même voie. D'accord? Donc une fois qu'on arrive en fait ici, c'est là que commence la taxonomie parce qu'on a fini de supprimer tout ce qui est en griffe déchets de nos échantillons. Tout ce qu'on ne peut pas voir dans nos échantillons, on a fini de supprimer tout ça. Une fois qu'on a fini ça, on va maintenant faire la taxonomie. Et la taxonomie va consister à en fait indexer nos échantillons avec les bases de données connues qui contiennent les séquences de bactéries, de cariotes, métaquets,
Ce sont les organismes qu'on aimerait, on recherche dans nos échantillons, quand on veut savoir si on a de nouveaux organismes dans nos échantillons. On fait l'inférence avec les outils. Ici, on a en premier l'outil KMPC, qui sont en fait des bases de données d'inférence qu'on peut utiliser. L'outil KKN2 qui est une base de données d'inférence des batteries, hackers, virus et tout ça. L'outil Kraken unique, l'outil Metaflan. Tout cela sont des bases de données qu'on peut indexer dans notre pipeline. Quand je dis indexer, c'est-à-dire qu'on peut les ajouter comme référence pour que nos échantillons puissent vérifier à l'intérieur si il y a une séquence dans nos échantillons, la phase Q, qui correspond à une séquence déjà présente dans ces bases-là. Et après ça, on a un visuel qu'on appelle Chrono ici, qui montre en fait la répartition de tous ces organismes-là sous une forme de cercle. D'accord? Je vais montrer ça dans les détails. Et après, on peut aussi faire un rapport avec l'outil MinTuki qui donne un rapport global de tous nos échantillons. Puis, on a des fichiers en format HTML, qui sont des fichiers format web, qu'on peut visualiser sur le navigateur facilement. Donc, une fois qu'on a passé cette étape-là, tout le reste des étapes qui sont issues des bases de données qu'on a citées tout à l'heure, ça va nous renvoyer un fichier qu'on appelle un fichier avec extension TSV, c'est-à-dire Test Separate Value, des tests séparés par des tabulations en fait. Donc ça va contenir toute en fait, la phylogénie des échantillons qu'on aura, des organismes qu'on aura découverts dans nos échantillons. Donc voici en bref et de façon concise le pipeline qu'on va exécuter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça, par rapport au pipeline? Vous pouvez lever la main ou bien prendre le micro directement. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Bon, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la pratique. Donc ici dans le pipeline, ça c'est le lien du pipeline, je vous envoie ça dans le chat. Que vous puissiez avoir accès au pipeline en même temps que moi. Je crois que vous l'avez là. Donc je vous ai mis ça dans le chat. Alors ici on a dans la partie introduction, on vous explique le pipeline réellement et puis à quoi ça sert. Je vais traduire en français. En fait, Task Profiler, c'est une pipeline de la plateforme NF Core qui permet d'analyser avec les outils de bioinformatique de référence la classification taxonomique et le profilage des données métagénomiques de séquençage shotgun à lecture courte et longue. Ici, quand on dit lecture courte, c'est avec le séquenceur Illumina. Et quand on dit lecture longue, c'est avec le séquenceur Osonarpo. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ces séquenceurs-là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. D'accord? Donc, séquenceur Illumina. Et en fait, ces séquenceurs-là. OK? C'est ça qu'on appelle Illumina. D'accord? Et puis les séquenceurs Oxford Nanopore, c'est en fait des séquenceurs de ce type-là. Ce sont des petits séquenceurs qui ont la taille d'un stylo. Il y en a de grandes, il y en a de petites. Voilà. Donc, c'est, je sais pas, des photos.
Donc c'est à ça que ça ressemble. Je vais vous trouver des photos. Ça ressemble en fait à ça. D'accord? Ça, ce sont les séquenceurs au sol dans le corps. Ok? On peut les utiliser avec un ordinateur pour faire des séquençages. D'accord? Donc c'est eux qui donnent les longs reads. Une fois qu'on a fini avec ça, euh, donc le pipeline ici permet d'identifier la taxonomie. D'accord? La taxonomie, on parlait des lectures ou l'estimation de l'abondance taxonomique avec l'outil Metaflan qui est dans le pipeline. Et il génère des tableaux de résultats standardisés qui facilitent en fait la comparaison des résultats entre différents outils et bases de données. Ici, la comparaison, c'est quoi? C'est le fait que une base de données A va donner beaucoup plus d'organismes qu'une base de données B parce qu'elle a sûrement beaucoup plus d'organismes dans sa base. Parce qu'il faut savoir que toutes les bases n'ont pas, n'ont pas en leur sein tous les organismes qui sont découverts. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un organisme qui est découvert, il faut l'ajouter, etc. Donc, ça, on a déjà vu ça en explication. Par la suite, les outils on a dans le pipeline, comme le FastQ, FastQC, etc. Vous pouvez cliquer dessus directement pour aller voir en fait l'outil, l'origine de l'outil et qu'est-ce que ça donne comme résultat, etc. Ça, c'est un lien qui vous envoie directement sur l'outil et sur la version de l'outil utilisé dans les pipelines. Donc, ça vous permet à vous qui êtes novice ou bien vous avez un niveau peut-être avancé en bioinformatique de connaître déjà les outils qu'on utilise pour ces types d'analyses-là et pourquoi pas les personnaliser pour vos analyses. D'accord? Donc, ça, c'est la présentation des outils. Voici les bases de données dont on parlait tout à l'heure. On a la base de données ici, Kraken2. Kraken2 qui est une base de données pour les batteries, pour les hackers, les virus, tout ça. Donc, vous avez ici différentes versions de la base de données. Et en général, la taille, c'est 8 Go, 8 Go plus. D'accord? Un invité, ok. 8 Go, 8 Go plus. Okay. Donc, je reviens rapidement. 8 Go, 8 Go plus pour la taille de la base de données. Ensuite, on a l'outil Metaflan. Alors, Metaflan, la base de données fait environ 40 Go. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment utiliser toutes les bases de données dans cette analyse-là, il va falloir un stockage quand même conséquent qui vous permettra de conserver toutes ces bases-là pour faire les inférences. Voilà. Donc, il y a tous ces liens-là vraiment que vous pouvez exploiter. Il y a aussi la base de données maths, ok, que vous pouvez aller voir et télécharger. D'accord? Donc, une fois qu'on a toutes ces bases de données-là, si on a vraiment de l'espace sur notre ordinateur, on peut se permettre de les télécharger toutes. D'accord? On les stocke sur le PC. Puis, par la suite, en 5 ici, on va effectuer un post-traitement, c'est-à-dire que les analyses qui viennent après qu'on ait tout ce qu'on appelle base de données. D'accord? Ok. Donc là, une fois qu'on a fini avec tout ça, on continue avec l'analyse. C'est-à-dire que là, maintenant, on cherche le tableau de données. Vu qu'on a toutes les bases de données qu'on a recensées, lorsqu'on va lancer l'analyse, l'analyse donnera tout ce qui vient après. OK? Nous sommes maintenant au niveau de comment est-ce qu'on ajoute les fichiers. Donc, pour cette fois-ci, on ajoute les fichiers
avec ce modèle-là, on a d'abord en tête sample qui est l'échantillon. Ensuite, run accession qui est en fait la session d'exécution de l'analyse au niveau du séquenceur. Et puis enfin, on a la plateforme utilisée qui peut être Illumina ou bien Osmo Nanopore. Puis les séquences elles-mêmes qu'on va insérer. On a déjà vu ça dans la session passée où on a indiqué l'adresse du fichier. C'est la même ici, rien ne change. Donc une fois qu'on a fini tout ça, on sauvegarde ça dans un dossier, dans un fichier qu'on appelle samplesheet.csv. Donc là, on a notre fichier qui est là. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé du téléchargement des bases de données. Tout ce qu'on aura téléchargé comme base de données, on va les indexer ici. Alors, les indexer, c'est mettre en fait le type de base qu'on a téléchargé, puis ensuite l'adresse de la base ici. D'accord? Ok. Donc, une fois on a ça, on va maintenant exécuter notre pipeline. Et pour exécuter le pipeline, on va faire nested run. D'accord? Ici, pour le pipeline qu'on appelle task profiler, définir notre profil. Nous, on va prendre dans notre cas Singularity pour travailler. Input, c'est mettre en fait l'adresse de nos fichiers. Database, c'est de mettre l'adresse de notre database, notre base de données. Et puis, enfin, l'output, c'est de mettre l'adresse des résultats. Et on peut ajouter également Run2 pour exécuter les bases de données qu'on a insérées. Ou bien Run Metaflan si on a inséré Metaflan. D'accord? Donc ça, c'est tout pour les paramètres du pipeline. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Donc on passe à Oui, l'utilisation du pipeline. oui. Sinon, je lève la main, mais c'est parce que Ah oui, ok, il faut faire ok, attention. Sinon, je lève la main. ok, ok, je vois. Oui, oui. En fait, Mhm, ma préoccupation, c'est de savoir, parce que là, nous sommes sur le pipeline NF Core Task Profiler. oui, oui. Maintenant, toutes les bases de données Mhm. qui sont sur, je ne sais pas si on peut dire sur cette plateforme-là, est-ce que ces bases de données-là présentent le même intérêt? Je veux dire, quand on prend Kraken 2, Mhm. on prend Meta, PHLAN, quand on prend Mhm. Mal, tout ça, est-ce que toutes ces bases-là présentent le même intérêt, puisqu'il faut pouvoir les télécharger toutes? C'est quoi je veux savoir. Puisque le Kraken de lui, c'est pour les bactéries, les archées, disons. Euh, oui, en fait, les bases de données ont une certaine particularité qui fait qu'il y a une différence euh, entre elles. Par exemple, KN2 va permettre de faire la taxonomie, mais avec peu de données. C'est-à-dire que tu peux faire la taxonomie, si tu n'as pas assez de ressources dans ton ordinateur, tu le fais avec Kraken 2, ça passe sans trop de, voilà, Ressources, c'est sans trop quoi? de complexité. Oh oui, les ressources là. Qu'est-ce que c'est les ressources là? Ici, Disposer de ressources là, oh oui. ici la ressource dont je parle, c'est le contenu de la base de données. Parce que la base de données, c'est en fait des séquences de bactéries ou d'archées ou bien de virus qu'on prend pour alimenter la base de données. Maintenant, les bases de données qui ont une moindre taille, ça veut dire qu'il y a moins de données à l'intérieur. Par exemple, Metaflan fait 40 gigas, tandis que KN2 fait 8 gigas. Donc là, la différence est claire. C'est ainsi que si tu veux avoir beaucoup plus d'individus dans tes échantillons, tu vas te diriger vers Metaflan. C'est ça. D'accord? Par contre, des Oui. bases de données comme Mars, Diamant, Centrifuge sont également des bases de données qui sont beaucoup plus riches en certains types d'organismes que d'autres. Et pour le savoir, il faut aller sur l'outil lui-même et puis essayer d'en apprendre plus sur comment est-ce que se fait la curation au niveau de cet outil-là. D'accord? Donc, c'est ce qui fait la différence entre ces différentes bases de données-là.
et qui fait que vous pouvez soit prendre tout en même temps pour faire l'analyse ou prendre c'était en fonction de vos ressources. D'accord. OK. Mhm. Mais Meta lui fait ses 4 gigas ou bien 40 gigas? 40 gigas, 40. oui, oui. Et Malte? Maths, il faut vérifier. Je n'ai pas encore travaillé avec Mhm. maths, mais Ah, si d'accord. OK. vous essayez de télécharger ça ici, vous allez voir la taille de maths. Oh, oui, c'est ça. Mhm. OK, c'est compris. D'accord, donc on poursuit avec l'utilisation du pipeline. Alors, pour l'utilisation du pipeline ici, c'est de mettre en place l'environnement de travail et puis lancer les tutoriels. Donc ici, comme j'ai dit tantôt, le pipeline NF Core Task Profiler est un pipeline qui permet de classifier de faire la classification taxonomique de nos échantillons. Donc ici, on va ok. Ici, on va continuer avec le tutoriel. Donc on a l'exemple ici d'entrée qu'on va prendre. Pour le fichier, on utilise l'adresse input. Ok. On utilise l'adresse input. D'accord? Pour insérer l'adresse du fichier. Ici, on a plusieurs échantillons. On utilise, disons, on va insérer dans le fichier sample sheet qui est là, l'adresse de tous nos échantillons. Donc, voici à quoi doit ressembler l'intérieur de notre fichier sample sheet.csv. On doit avoir l'intérieur du fichier l'entête qui est ici sample, la session, etc. Ici, l'instrument utilisé qui est la plateforme en fait, qui peut être Illumina ou bien Hotspot Nanopore. Et l'adresse des fichiers FASTQ1 ou FASTQ2. Et si on a le fichier FASTA aussi, on peut l'insérer. Parce qu'on a vu dans les pipelines ici qu'on peut insérer un fichier FASTA. D'accord? Donc, une fois que tout ça c'est bon dans notre fichier sample sheet CSV, on peut continuer avec la suite. Qui est ici, donc ça c'est un exemple de fichier avec par exemple Hotspot Nanopore comme type de séquenceur utilisé. D'accord? Les paramètres que vous pouvez modifier ici, il y a le sample qui est en fait, vous pouvez mettre échantillon 1, échantillon 2, etc. La session, soit si vous prenez la session directement sur NCBI, vous pouvez indiquer la session directement ici. La plateforme, vous pouvez mettre Illumina si vous avez utilisé le séquenceur Illumina pour travailler. Et puis enfin le fichier, l'adresse du fichier que vous avez utilisé. D'accord? Si vous n'avez pas utilisé un fichier, par exemple, face à vous mettez juste virgule à la fin. Ça dit que il n'y a pas de fichier correspondant à FASTA par exemple. Une fois que tout ça c'est fini, vous devez maintenant renseigner le volet database. Le volet database, on l'a vu un peu dans la première partie là, mais on va y revenir. Ici, on vous explique sample c'est quoi. Sample c'est le nom du fichier. Il doit être unique parce qu'on ne veut pas de doublons dans l'échantillon. On a une section qui est l'identifiant ou nom d'exécution unique pour chaque paire de fichiers. D'accord? L'instrument, c'est l'outil utilisé pour faire le séquençage. FASTQ1, c'est le chemin d'accès du premier, de la première séquence générée par Illumina. FASTQ2, c'est le deuxième élément généré par Illumina. Et puis FASTA, c'est en fait l'adresse de la séquence format FASTA ou des contigs générés par, voilà, par le séquenceur également. Et tous ces fichiers-là doivent être au format gzip. Gzip, c'est un format de compression utilisé par Linux pour pouvoir réduire en fait la taille des fichiers et puis accélérer les analyses. Parce que Linux n'a pas de mal à lire les fichiers compressés. Voilà.
Donc, une fois on a fini tout ça, on va en fait préparer nos bases de données. D'accord? Donc, comme je le disais tantôt, voici en fait l'entête des bases de données. On a tool, qui est l'outil utilisé. On a dbname, qui est le nom de la base de données. On a dbparam, qui sont les paramètres de la base de données qu'on veut utiliser. Puis on a l'adresse ici de la base de données elle-même. Donc, si on a pu télécharger les données de maths, on va mettre maths 85-ID et puis l'adresse ici. Si on a pu télécharger Kraken 2, on va mettre Kraken 2 comme outil. Ensuite, indiquer le nom db2 ici, puis l'option "-quick" et enfin l'adresse du pipeline. Ok. C'est la même chose si on a pu avoir Kraken Unique, etc. Toutes les bases que vous allez télécharger, vous n'avez qu'à insérer leur nom et puis indiquer leur adresse. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est assuré que tout ceci est en fait prêt, on peut lancer notre pipeline. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la mise en place des outils pour générer, pour lancer le pipeline? Si vous avez la main levée, vous pouvez prendre le micro parce que je ne vois pas les mains levées. Oui. Moi, c'est au niveau des outils pour lancer le pipeline. Puisque tout à l'heure dans l'intervention, il faut disposer d'un fichier, d'un type de fichier. Maintenant, dans le cas où on ne dispose pas d'un fichier FASTQ, il faut mettre une virgule. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, bon, est-ce qu'en dehors des fichiers FASTQ, là, on peut mettre un autre type de fichier? Et en ce moment, si on n'a pas de ce type de fichier, là, quel est le symbole qu'on prend pour indiquer? Tout à l'heure, pour FASTQ, il faut mettre une virgule. Et Oui, en oui. dehors de FASTQ, C'est la virgule qu'on met. Parce qu'en fait, c'est la la virgule, virgule. les virgules servent en fait, de barres dans des fichiers CSV. C'est comme les barres d'un tableau. Quand il n'y a rien d'un tableau, on met deux virgules, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les barres du tableau. C'est Ok. en fait un langage, voilà, Bioinformatique. un langage en ligne de code, un langage informatique. Par exemple, vous pouvez remarquer ici que comme il n'y a pas de paramètres, on a mis virgule, virgule. Ok? C'est ça. Ça veut dire que ce tableau-là, ces colonnes-là, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, si elle se retrouve dans nos fichiers, si on n'a pas de fichier FASTQ, d'accord, on va mettre Oui. virgule, virgule. Parce qu'on a des fichiers FASTA qu'on vient insérer. Si on a des fichiers FASTA, si on a des fichiers FASTQ par exemple, et qu'on n'a pas de fichiers Oui. FASTA, on va mettre virgule, virgule ici. Oui. Ah, d'accord. D'accord? C'est bien noté. Voilà. Ok. Ok. Vous avez des questions par rapport à cette partie? Parce que c'est toute l'analyse qui est là. Le reste, c'est des paramètres, voilà, qu'on va voir rapidement et puis bon, on passe à la pratique. C'est bon? On passe aux paramètres? Ok. Donc, au niveau des paramètres, c'est bon, enfin, c'est ce qu'on a l'habitude de voir ensemble, hein. Si dans les paramètres, vous allez voir les paramètres tels que -input servent à insérer le fichier qui contient nos fichiers d'entrée comme FASTQ ou FASTA. -database va servir à insérer notre base de données voilà, qu'on a téléchargée, etc. Et puis database, ce sont des paramètres qui nous permettent de spécifier les bases de données, par exemple, décompressées, etc. Le outd, c'est l'adresse de notre dossier de résultats qu'on va indiquer. Et ici, le tiret email, c'est si on exécute le pipeline directement sur cette plateforme-là. Parce qu'on peut lancer le pipeline ici directement. D'accord?
mais ça reste le pipeline test de NF Core. Sinon, si on veut importer nos propres données, ça demande des ressources et on doit en général payer les serveurs en ligne pour, voilà, pour nous aider à le faire. Donc, ainsi, il y a d'autres paramètres, d'accord, que vous pouvez explorer en fonction de vos besoins d'analyse. Mais en général, pour des analyses simples, on préfère garder les paramètres par défaut. Et puis voilà, on lance le pipeline et on a nos résultats. Donc, il y a des paramètres qui nous permettent de pouvoir en fait sauter certains types d'analyses qui font caler notre ordinateur ou bien dont on n'a pas besoin. Et pour les faire, on utilise l'outil qu'on appelle, enfin, on utilise la commande qu'on appelle -Skype. Et ça, c'est un peu plus en bas. Je vous montre ce que j'ai pas dépassé. Ok. Bon, dans ce pipeline, on n'a pas cette partie-là -Thread Skype parce que le pipeline n'est pas vraiment assez long que ça. Donc, voici en gros sur à quoi il fallait s'attendre comme paramètre pour pouvoir lancer le pipeline. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? Vous avez des questions? Ok. Sûrement que vous en aurez dans la pratique. Enfin, on a le output qui en fait contient ici les types de résultats et leurs explications. Si on a des résultats de type, je traduis ça pour vous. Ici, les phases QC de Unta va contenir la base de données d'entrée décompressée et sauvegardée en option. Le phase QC, ça contient le contrôle de qualité des données brutes qu'on doit insérer dans notre pipeline. Le Falco, c'est notre native à phase QC également. Phase P supprime les adaptateurs. Et puis voilà, vous avez en fait les informations sur ce que fait les différents outils qu'on a dans nos pipelines. D'accord? Maintenant qu'on sait tout du pipeline et des fichiers de sortie, etc., ça nous donne en fait une idée de comment interpréter les résultats qu'on a obtenus avec les outils du pipeline. Donc, une fois on a tout ça, on peut en fait voir les résultats déjà obtenus dans le test du pipeline qui est là. Alors, on vous a mis des séquences ici, FastQ que vous pouvez utiliser pour tester le pipeline. D'accord? Donc, vous pouvez les télécharger pour tester le pipeline après. Et voilà. Donc, en gros, voici une présentation vraiment succincte et globale en même temps de l'outil NF Core Task Profiler. Si vous avez des questions de façon générale, ce n'est pas des questions de façon générale, on va passer à la pratique. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, je vous ai pris en cours, je suis venue un peu en retard. D'accord. Ma question, je voulais savoir, l'outil nous permet de faire quoi concrètement? Alors, l'outil. Merci. D'accord, d'accord. Alors, l'outil ici qui est NF Core Task Profiler, si vous êtes dans le domaine de la génomique, de la microbiologie ou même de la chimie, etc., si vous travaillez avec des micro-organismes,
des batteries, des acquis. C'est un outil qui vous permet en fait de connaître dans vos échantillons tous les organismes qui y vivent et quelle est leur taxonomie, quelle est leur origine et à combien de, enfin, à quelle abondance on les retrouve dans euh, tel échantillon de tel site et quelles sont les intégrations avec d'autres organismes. Donc c'est à ça que permet l'outil. C'est un outil de traitement de données bioinformatiques qui sont en fait des données issues de laboratoire qui passent par des séquenceurs et dont les fichiers obtenus maintenant nous servent à l'analyse qui est là. D'accord. C'est bon? Oui, merci. De rien. Donc, ainsi dit de façon globale, on va maintenant passer à la pratique. Alors, le guide pour cette partie-là, vous allez, bon là, je nettoie mon écran. J'espère que vous voyez mon écran, hein. Euh, alors, la première des choses à faire, c'est déjà de créer un environnement ici, Nestflow. Alors, si vous ne comprenez pas réellement ce que je veux dire par créer un environnement Nestflow, vous le saurez mieux en révisant les vidéos passées. Et dans les sessions passées, on a même approfondi ces différents points-là. Donc, on ne va pas vraiment revenir dessus, on va directement passer à l'exécution du pipeline. Donc, je vérifie dans, dans mon dossier actuel qui est NF Task Profiler Train 2026. Je vérifie en fait ce qui est là. Là, il y a déjà les data qui contient en fait les données que je vais analyser qui sont là. D'accord? Et dans les résultats, c'est en fait les résultats qu'on attend. Ce dossier-là issu de mes tests que j'ai réalisés tout à l'heure. D'accord? Donc, comme dans la vidéo, disons, comme dans le cours ici, on va chercher à ajouter nos fichiers sample sheet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais copier ça. D'accord? Je copie ça comme ça. Je viens dans mon dossier ici, enfin dans mon terminal ici. Ensuite, je vais créer un fichier, d'accord, avec la commande echo. Le fichier qu'on doit faire, c'est sample sheet. Ok? Donc, je crée mon fichier sample sheet.csv et j'ouvre les griffes. Et ensuite, je colle ce que j'ai copié là à l'intérieur. Alors, je vais maintenant modifier le contenu. Donc, modifier le contenu, c'est en fait ajouter mes fichiers qui sont là. Parce que ça, c'est juste pour l'exemple. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Donc, je viens, j'ai en fait mon fichier ici qui est sample sheet. D'accord? Je vais copier ce fichier-là. Je le copie. Ici, je supprime ça. D'accord? Je vais appeler ce fichier-là sample 1. Ça veut dire échantillon 1 en anglais. Je mets la virgule. Pour une accession, c'est ici, j'ai pas vraiment d'accession d'exécution, mais je peux mettre un quand même. L'instrument utilisé, c'est en majuscule, Illumina. D'accord? Ensuite, le premier fichier FASTQ, je mets l'adresse. Les fichiers se trouvent dans le dossier data, comme vous pouvez le voir ici. Ok? Je prends le nom de mon fichier. Voilà. Je vais le copier.
Donc, je copie mon fichier qui est là. D'accord? Et je le colle. Oh, ça va pas copier. Je le copie et je le colle. Euh, je le copie comme ça. Et je le colle là. Ensuite, je mets une virgule. Je mets ensuite l'adresse du second fichier, qui est en fait le même fichier, mais cette fois-ci, au lieu de R1, c'est R2. Parce qu'avec le nom, on a forward et puis reverse. D'accord? Et comme j'ai pas de fichier FASTA, je mets une virgule. OK? Je vais à la ligne. J'ajoute mon second fichier. Mon second fichier sample 2, virgule. Je mets run 2 ici, virgule. Je mets l'adresse de mon fichier data. OK, je vais récupérer mon sample 2 ici. Je copie, je colle là, je mets une virgule, je mets l'adresse du second fichier qui est en fait sample 2 R2. D'accord? Je mets une virgule pour terminer. Ensuite, je termine avec le dernier qui est sample 3. Je vais mettre run 3, mettre l'adresse du fichier. OK. Donc, j'ajoute le fichier lui-même. Je mets une virgule. J'ajoute le reverse du fichier qui est en fait sample 3 R2. Je mets une virgule pour terminer. D'accord? Une fois que tout ça est fini, euh, je ferme avec les griffes. OK? Donc, je vais régler un paramètre tout en haut là. Ok, je fais ça. OK? Donc, je mets tout ceci dans le dossier sample sheet. .csv. Alors, je vais copier tout ça au cas où il y a un souci que je répète, je pourrais les récupérer. Copie ça, j'appuie sur Entrée. Donc, maintenant, je peux aller voir le contenu de mon fichier sample sheet. OK? Donc là, vous voyez que le contenu du fichier, on a en tête sample, run assertion, instrument, etc. On a tout ça. On a les fichiers qui sont indiqués. D'accord? Donc ça, c'est OK. Je peux sortir. Donc, une fois que j'ai fini avec le fichier sample sheet, on va me rester un second fichier qui en fait est l'adresse des, des bases données. D'accord? Donc je copie ça également. OK? Je copie ça comme ça. Et avant de l'exécuter, je vais chercher où se trouve ma base donnée. Alors, ma base donnée se trouve dans. Je fais ls un point pour reculer d'un dossier db et puis j'appuie sur entrée. Alors ma base donnée ici, mini kraken 2 se trouve à l'adresse qui est là. D'accord? Je vais juste indiquer cette adresse là lorsque je vais mettre mon fichier. Je nettoie ça. OK? Donc je vais faire maintenant echo. OK? Echo. Je mets les griffes là. Ensuite, je colle ce que j'ai comme information. D'accord? Donc, on dit qu'on doit indiquer l'adresse de la base de données. Ici, moi, j'ai pas Metaflan. Donc, je vais supprimer Metaflan, etc. D'accord? Je vais laisser Kraken 2.
Donc, je laisse tout ce qui est en entrée ici. C'est l'adresse que je change. L'adresse ici de Kraken 2 que j'ai, c'est en fait, ouais, je donne point, ok, db, ensuite le nom de mon fichier qui est là, compressé, que j'ajoute ici. D'accord? Et voilà, je peux fermer les griffes et mettre ça dans le dossier qu'on va appeler database data databases.csv. Ok, donc je vérifie à l'intérieur des databases si j'ai mes fichiers là-bas. Ok, je vais entrer à l'intérieur des databases et supprimer ça. D'accord, c'est bon. On a fini en fait de mettre en place tout ce dont on a besoin pour exécuter le pipeline. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne passe au lancement du pipeline avec Nextflow? Si vous avez levé la main, vous pouvez parler parce que je ne vois pas les mains levées actuellement. Pas de questions? Moi, je n'ai pas de questions. Ok. Donc, une fois qu'on a fini tout ça, on va maintenant passer au lancement du pipeline qui est là. D'accord? Donc, moi, je vais copier ça, Nextflow Run, etc. Donc, je copie ça également. Ok? On copie. On vient dans notre ligne de commande. Je mets ça dans un dossier que je vais appeler, dans un fichier que je vais appeler run pipeline, ok, .sh, qui est un fichier bash. Ça, vous allez le comprendre un peu avec la révision de ce qu'on a déjà fait. Alors ici, je mets la première commande qui est point d'exclamation dièse, dièse point d'exclamation in bash pour indiquer que c'est un fichier bash. Ensuite, je vais mettre coller ce que j'ai copié là. Ok. Donc là, notre profil qu'on va utiliser, j'ai dit qu'on allait utiliser Singularity. D'accord? Donc je supprime tout ça. Puis par la suite, on a 100 poches CSV qu'on a déjà créé. On a déjà ça aussi, databases. Ok? Là, pour dire, on va appeler ça résultat. D'accord? C'est là que se va stocker nos résultats. Et on va supprimer Metaflan parce qu'on ne va pas l'utiliser. Et enfin, on va ajouter un dernier paramètre qu'on appelle tiret résumé qui va en fait répondre le pipeline si jamais il s'arrête. D'accord? Donc, je vais appuyer sur échappe. Je fais 2.x pour sortir de là. Et voilà. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. On a la database qui est là. On a Run, pipeline qui contient le pipeline qu'on va lancer. Et puis, on a sampleSheet.csv. OK? Donc, on va maintenant rendre ce fichier-là exécutable. D'accord? Avec la commande qu'on appelle chmod plus is. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait point slash et puis on exécute les pipelines. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ah, ok. Donc je vérifie l'intérieur du pipeline.
Hmm. Et puis, il y a une toute petite erreur en tête. Et puis ici, c'est un seul N. Voilà. Quand j'exécute les pipelines, ok. Donc là, vous allez voir les pipelines tourner, peut-être ou peut-être pas en fonction des ressources que j'ai dans mon ordinateur. Mais quand même, le pipeline va charger, ok. Et puis, se mettre en marche. D'accord? Donc là, on nous demande de prendre la version qui est 1, 2, 3, 1, 2, 4 pour exécuter. Donc on va juste remplacer directement dans les pipelines en mettant ici l'option "-r", d'accord? "-r", et je colle ça comme version. Et voilà, je lance le pipeline. Et là, ça va charger peut-être 2 à 3 minutes. Et si mes ressources le permettent, ça va continuer à tourner. Dans le cas contraire, ça va s'arrêter. Et c'est là qu'on va passer au fichier de configuration pour en fait mettre des limites en fonction de nos ressources qu'on a. Je lui dis par exemple que j'ai 16 Go de RAM, contente-toi de ça pour faire l'analyse, etc. D'accord? Hmm. Si vous avez des questions pendant que le pipeline tourne, vous avez des questions? Alors, on a le pipeline qui a tourné pendant quelques secondes et qui a détecté une erreur de, je crois, une erreur d'adresse de la database. Donc, je vérifie ça rapidement. Hmm. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Parce que cette section est une section pratique et ça requiert quelques compétences techniques. Vous avez des questions? Ok, database. Alors ici, l'adresse de la base de données, c'est DB. Voilà. Alors, ça peut sembler complexe au début, mais quand vous y... Oui, allez-y, Ivan. J'aimerais savoir, Mhm, est-ce que lors de notre lancement du pipeline, une mhm. erreur de connexion peut modifier? Ça n'est modifiable, mais ça arrête carrément le pipeline. Donc la connexion doit être au plus stable. Sinon, si elle est instable, Mhm. ça ne passera pas. Ça, ça ne passera pas, mais l'option "-r", résumé qu'on met à la fin, permet de récupérer là où c'est s'arrêter. Ah, D'accord? ok. C'est-à-dire que si le pipeline était à 50% qu'il y a une coupure de courant, vous reprenez à 50% quand le courant revient. Hmm, Voilà. Ça ok. permet Mais, de pouvoir gérer ça ainsi. d'accord. Merci. Voilà. OK. D'autres préoccupations pendant qu'on y est? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Alors là, c'est une vérification d'adresse des fichiers que je fais rapidement. M'assurer qu'il
qu'il n'y a pas vraiment d'éléments que j'ai oubliés. S'il y a la pipeline il y a l'adresse que j'ai pas mis, du coup ça ne passe pas parce que j'ai pas mis l'adresse ici, j'ai pas mis le nom ici, Lumina. Mais comme la section précédente, je vous ferai un fichier complètement exécutable que vous puissiez lancer directement au travers de mon profil GitHub. D'accord? Ça, vous n'avez qu'à mettre le fichier et puis vous lancer voilà, l'exécution directement. Donc là, je pense que ça devrait passer maintenant. Si j'ai des limitations d'énergie, parce que ici, par exemple, j'ai dans mon ordinateur pratiquement 35 Go de RAM que j'ai dédié. Donc lorsque le pipeline tourne, vous pouvez voir ici l'énergie que ça consomme. D'accord? Donc là, par exemple, c'est en train de tourner. Vous pouvez voir ici que j'ai des éléments ici comme Nestflow, d'accord, qui sont en train de tourner ici. Nestflow. Ok? Alors, je vais me rendre à l'adresse des DB où en fait fait pwd. Est-ce que c'est possible? J'ai eu une interruption là. Oui, allez-y. Il faut m'expliquer, hein. Je voulais intervenir et puis bon, il y a eu une coupure. Ok. C'est possible que j'intervienne maintenant? Allez-y. D'accord. En fait, tout à l'heure, pour pouvoir générer des informations sur le pipeline là, il faut disposer, c'est pas, d'un certain volume. Lorsque tu parlais de 16 gigas là, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, je ne sais pas s'il faut cadrer les informations ou demander ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on dispose d'une base de données peut-être qui nécessite un volume de 16 gigas, on va calibrer, c'est ça, non, le pipeline en fonction. Bien, j'ai mal compris. Bon, je réexplique cette partie-là. En fait, Voilà, les c'est ressources là que j'ai... les ressources dont je parlais ici, c'est la RAM d'exécution du pipeline. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les bases de données. Les bases de données sont stockées sur le disque dur. Ici, c'est de la RAM que je parle. D'accord? Oui. Voilà. Donc, peu importe la taille de la base de données, si vous avez une RAM de 16 Go ou 32 Go, l'exécution pourra se faire. Par contre, c'est l'outil qui exécute la tâche qui peut demander à exécuter la tâche si et seulement s'il y a 16 Go disponibles. Donc, c'est l'outil qui en fait fait ces demandes-là. Sinon, le pipeline, lui, il n'a pas des exigences en tant que tel, ou le fichier n'a pas d'exigences. Voilà. Donc là, par exemple, le pipeline est en train de se lancer. Vous voyez les différents paramètres qui sont là. Il y a Unta, il y a FastQ, il y a Kraken 2, et puis il y a MultiQC. D'accord? Donc, dès que le pipeline est là, ça va compter ici, à gauche là, en termes de pourcentage, que tout puisse s'exécuter. D'accord? Une fois que tout sera OK, on aura dans le dossier les résultats, tous nos résultats qu'on pourra explorer suivant le guide sur, voilà, sur Nestflow. Ça va s'exprimer en pourcentage ou bien par 100% ou bien qu'est-ce que ça affiche? Alors, une fois que ça va compter, en fait, ça compte. Je vous montre ici. Ça compte, c'est ce que j'ai fait, non? Je vous montre ça compte en fait en termes de pourcentage comme ça. Ok? C'est comme ça que ça s'exécute. On a les pourcentages qui sont ici. Puis on a l'adresse ici des dossiers de travail. Ils sont dans les work. Le moment, nous, ici, on n'a encore rien. Parce que c'est en train de télécharger d'abord le pipeline avant de l'exécuter.
D'accord? Mhm. Alors, sinon, je Oui. parlais tout à l'heure, c'est sur les erreurs qu'on rencontre souvent. Si vous voyez ce qu'on nous dit dans l'erreur, c'est que le pipeline ici, disons l'outil ici, NF Core Task Profiler, Kraken 2, d'accord, demande 12 CPU. Ok? Or, moi, j'en ai 4 seulement. Du coup, c'est la raison pour laquelle lui, il s'est arrêté. D'accord? Donc, pour pouvoir gérer ça, on crée un fichier qu'on appelle config. Donc, ce que je vais faire, c'est que je copie l'adresse. Disons, je copie le nom de la tâche qui s'est arrêtée là. D'accord? Et puis, Oui. je crée Oui. maintenant le fichier config qui est déjà, enfin, je l'ai déjà créé ici. Donc, je rentre à l'intérieur du fichier config. OK? Oui. Et puis, je vais insérer ça ici. D'accord? Mhm. J'insère ça ici. Le nom de la tâche que j'ai copiée là. Et comme il dit qu'il a besoin de 12 CPU, moi j'en ai 4, je peux peut-être mettre à 8. Donc je mets le CPU et puis la mémoire RAM que je peux lui donner. D'accord? Mhm. Je ferme ça avec échappe 2.x. J'ajoute, comme j'ai fait des fichiers paramètres, je vais ajouter ça dans le pipeline général avec l'option qu'on va appeler "-c". D'accord? "-c" pour indiquer les fichiers de configuration. Donc, c'est dans le dossier config custom.config. OK? C'est là-bas que j'ai mis le fichier là. Je fais échappe 2.x et puis je réexécute mon pipeline. Alors, c'est là on va peut-être s'arrêter en attendant de voir si ça va passer ou pas. Parce que c'est toujours des jeux de configuration qu'on fait que ça puisse passer sur nos petits ordinateurs. Par contre, sur un calculateur, vous avez 100 Go de RAM, plusieurs CPU, vous n'avez pas besoin de faire tous ces paramètres-là. Donc, c'est intéressant de le faire sur des calculateurs de grosses machines d'analyse, etc. D'accord? Donc là, c'est notre dernier essai. Et puis après ça, on passe à la conclusion. Maintenant, après les prochaines sessions de formation seront vraiment orientées intelligence artificielle, bureautique, etc. dans la communauté générale. Et puis les sessions pratiques commenceront je crois, en mai pour la bioinformatique. Voilà. Donc là, il me dit qu'il a besoin de 8 et que j'ai 4. Donc, ce sont des paramètres comme ça qu'il faut ajuster au fur et à mesure. On va pas s'y éterniser. Vous avez des questions par rapport au pipeline, etc. Je vous écoute. Vous avez des questions, mais c'est moi pour vous. Bon, ça va pour moi. Ok, ça marche. Donc, on va donner rendez-vous sûrement le jeudi prochain pour d'autres sessions, mais pas en bioinformatique, sûrement en intelligence artificielle ou bien en bureautique, etc. Je vous donnerai le calendrier d'ici la fin de la semaine. Donc, d'ici D'accord. là, restez connectés. Si vous avez raté des vidéos, allez voir sur la chaîne YouTube pour vous rattraper. Et puis, bon, à plus tard. Au revoir. Merci. Mhm.